Guillaume, en quelques mots, Mister Valère, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est, si vous deviez le résumer? Mister Valère, à la base, c'est un groupe de musique qui était principalement jazz. C'est formé de 5 personnes, dont 3 ont commencé à se connaître dans un environnement de concentration musique qui a débuté quand il y avait 6 ans. Et donc, maintenant, aujourd'hui, ils ont 24-25 ans. Ça fait déjà 18 ans que ça dure dans leur cas. Ils ont eu la chance d'étudier la musique d'une manière sérieuse, d'explorer différents styles, le classique, le jazz, académique. En cours de route, il y a des gens qui se sont joints à leur aventure. Il y a quelqu'un qui s'est joint à eux vers 12 ans. Alors, il a étudié la musique avec eux. Et ensuite de ça, il y en a un autre qui s'est joint au cégep. Alors, ces 5-là qui ont quand même une très bonne connaissance de la musique, au départ, ont parti un petit band de jazz. Ils ont sorti un premier album qui s'appelle Mr. Brian, qui a été lancé, si je ne me trompe pas, en 2004-2005. Qui a été lancé chez les disquaires, c'est ça, en version C'est physique? ça a été fait d'une manière traditionnelle. Alors, un enregistrement studio, une pochette, ensuite de ça, un mastering, une fabrication, un communiqué, un petit lancement de disque devant personne, en fait, parce que si je ne me trompe pas, je pense que Diane Dufresne faisait une séance d'autographe au Archambault-Laval en même temps. Donc, toutes les médias sont allés là. Puis est-ce que c'est un disque qui a fonctionné? Non, pas du tout. Ça a passé dans le beurre. Okay. Ouais. Ah oui, je pense qu'on a vendu à peu près 300 disques avec Local Distribution avant qu'ils fassent faillite. Donc le groupe lance un premier disque qui est un échec finalement. Qu'est-ce que vous décidez après ce premier échec? En même temps, non seulement c'était un échec, mais il faut dire aussi que la musique de Mister Valère à ce moment-là était principalement jazz. Alors c'était du jazz électro avec quelques petites, je dirais des effluves électro. Et en même temps, ce genre de musique-là ne franchissait pas la barrière des dictateurs de contenu. C'était difficile de tourner à la radio, c'était difficile de tourner, d'être invité à la télévision, c'était difficile d'avoir un clip qui pouvait tourner à Musique Plus à cette époque-là. Donc, c'était trop jazz, en fait. Et je pense que les gars ont évolué avec le temps. Donc, le jazz électro est devenu de l'électro-jazz pour le deuxième album, Friday the Night, qui a été lancé en septembre 2007, un mois avant le fameux In Rainbow de Radiohead, qui était un excellent album. Qui a été diffusé gratuitement, enfin en tout cas. Eux, c'était en mode pay what you want, ce que tu veux. Alors, évidemment, c'était une opération intelligente de la part de Radiohead parce qu'ils se sont permis de convertir une relation qu'ils avaient accumulée avec leurs fans pendant peut-être une quinzaine d'années, à grands coups de marketing traditionnel. Il y a dû avoir des millions de dollars investis dans tout ça. Et la relation de Radiohead avec le fan était constamment transitionnelle, donc toujours par l'achat publicitaire, le placement publicitaire. Alors, lorsqu'ils ont décidé de donner leur musique à leurs fans d'une manière au prix voulu, ils se sont arrimés avec leurs fans. Donc, ils sont allés chercher une mailing list de plusieurs millions de noms. Et de cette manière-là, je pense qu'ils ont fait d'énormes économies. Ils ont fait un coup de marketing incroyable parce qu'ils étaient les premiers à le faire. Donc, eux, je pense en octobre 2007, c'est ce qu'ils ont fait. Mais nous, en septembre 2007, 30 jours avant, étant donné qu'on avait eu un flop total avec le premier disque dans une mise en marché traditionnelle qui avait donné à peu près rien, on a décidé de se servir d'Internet qui devenait de plus en plus accessible, je pense, pour les consommateurs. On était loin de la connexion 56K quand même en 2007. Et on a décidé de le donner, tout simplement. Mais le donner imbécilement, là, sans demander rien en échange du tout, pas de courriel, pas rien, pas d'argent. Juste le donner. Et il était disponible sur le site Internet du groupe? C'est ça. Les gens venaient, téléchargeaient. C'était tout ce qu'on récoltait, en fait, c'est l'adresse IP de ces gens-là. Il faut dire qu'en 2007, je ne sais pas si on peut peut-être montrer une slide qui est celle, ouais. En 2007, vous voyez un petit peu où on était rendu dans la chute du disque. Donc, nous, on était dans un constat où ça ne valait pas vraiment la peine de
de se battre contre le vent, de vouloir absolument faire une sortie physique, contrôler notre musique comme une marchandise. Donc, on l'a laissé aller sur le web librement. Alors, en septembre 2007, il y avait comme personne qui avait téléchargé l'album. Et puis, je dirais, quelques mois plus tard, 18 mois plus tard, on était rendu en 2009 avec 27 000 téléchargements. Puis 27 000 téléchargements juste avec le bouche à oreille, ou est-ce qu'il y avait une forme de placement quand même pour publicitaire, en tout cas pour On a eu pour des inviter relations les gens de presse un peu, parce que comme disait aussi une autre personne aussi je pense que c'est M. Bélanger, André Bélanger. Évidemment, c'est important de toujours faire un mix avec les relations de presse. Ça l'aide beaucoup à partir de l'étincelle. C'est des prescripteurs, les médias, il ne faut pas se le cacher. Autant, des fois, ils sont à la remorque de ce qui se passe sur Twitter, autant ils peuvent contribuer à faire en sorte qu'on parle de quelque chose sur Twitter. Alors oui, à cette époque-là, la seule chose on avait investi sur des relations de presse aussi. On n'avait pas fait d'achat médias, on n'avait rien fait. Puis vous étiez un des premiers groupes, je pense, ou le premier d'ailleurs, à donner votre musique gratuitement au Québec? Au Québec, oui. En fait, Philippe Renaud de la presse avait dit non parce qu'en 98, il y avait un label de musique actuelle qui avait fait la même chose. Mais en 98, moi, je me souviens, là, 98, je venais d'avoir mon courriel, puis mon courriel sympathico. Puis, et puis, je pense qu'on était en 56K où le DSL venait juste de rentrer. C'était comme à mode d'être connecté DSL. Donc, ça n'a pas fonctionné, cette tentative-là du label dans 98 de faire ça. Fait qu'évidemment, ils ont été hyper visionnaires, mais il n'y avait pas du tout la technologie pour pouvoir supporter cette stratégie-là. Alors, on a été consacrés un peu les premiers au Québec à faire ça et que ça fonctionne, parce qu'on avait peut-être un petit peu plus le vent de notre côté à ce moment-là. Puis qu'est-ce qu'on fait une fois que ça fonctionne? Le groupe, donc au bout de 18 mois, il y a eu 27 000 téléchargements. Alors, le syndrome de l'imposteur en moins, on s'est dit peut-être qu'on pourrait demander le courriel de l'utilisateur. Donc, juste pour... parce qu'évidemment, c'est toujours un peu gênant d'arriver sur un site qu'on ne connaît pas, de rentrer son nom d'utilisateur, mot de passe, créer un compte, on va-tu se faire spammer, puis ça. Donc, évidemment, le syndrome de l'imposteur en moins, on se sentait backé de 27 000 personnes qui avaient télécharger la musique. On s'est dit, OK, on va demander le courriel. Donc, à partir de ce moment-là, on a en même temps réussi à avoir un deal de distribution physique de l'album en magasin. Alors, évidemment, les distributeurs qui étaient un peu frileux par rapport à notre manière de mettre en marché la musique se sont dit, ouais, mais il y a quand même 27 000 personnes qui ont téléchargé l'album de manière gratuite. Peut-être qu'il y en a qui vont vouloir consommer le produit dérivé de cette musique-là, qui est le disque physique. Alors, Outside, en fait, Fusion 3 est embarqué dans la course au départ et ils ont fait faillite un mois après avoir signé le deal. Nous, on était super contents. On n'a pas passé dans la faillite parce qu'on n'avait pas d'inventaire encore d'envoyer dans leur réseau. Mais donc, juste après, on est allé signer un deal avec Outside qui nous a accepté les bras à bras ouverts. Donc, je suppose aussi que le fait de mettre en marche un disque, enfin de mettre sur le marché un disque physique, ça a accéléré aussi le succès du groupe, ou qu'est-ce qui a été le moteur? Je pensais plus le web dans ce cas-là? Ben oui, c'est clair. Ça a toujours été le web. Et puis en même temps, le physique a toujours été aussi une réponse à un besoin parce qu'il y a plusieurs besoins à combler. Puis là, je peux y arriver aussi en parlant plus de l'album, le dernier, qui a été lancé le 18 mai dernier, qui s'appelle Golden Bombay. On a essayé, d'ailleurs, j'ai des résultats à vous présenter. Quand on parle de besoins, merci. Bon call, Mathieu. Quand on parle de résultats, en fait, c'est que depuis qu'on a lancé le dernier album, on a, en cours de route, on a rencontré un partenaire co-éditeur qui nous a dit « Je veux travailler avec vous, mais je ne suis pas d'accord avec le fait que vous dévaluiez tant que ça la valeur de la musique numérique. Alors, je vais vous demander de faire un compromis, essayer de ne pas juste donner la musique, mais essayer de faire un pay what you want. Si jamais il y a des gens qui veulent payer pour, respectez-la, parce qu'ils considèrent qu'il y a de la valeur, donc faites-le. » Alors, c'est ce qu'on a fait. Donc, voyez-vous ici, la partie avec les 4 disques gris et les 2 turquoises, ça, c'est tout ce qui a été donné sur notre système de Pay What You Want en ligne. Alors, les gens venaient. Alors, il y en a 4 sur 6 qui choisissaient de seulement prendre la musique contre le courriel en indiquant 0, je paye 0. Par contre, il y en a quelques-uns qui ont décidé de payer pour, et ceux-là ont payé en moyenne 7,7 $. Ça, c'est des chiffres qui étaient après le lancement, je dirais 2 mois après le lancement. Évidemment, plus on avance dans le temps, plus cette moyenne-là baisse, parce que nos premiers fans, les fans de première heure, eux, ont tendance à percevoir plus de valeur dans ce qu'on fait.
Donc, ça, c'est ce qu'on a fait. Mais en même temps, on a aussi comblé le besoin de ceux qui préfèrent télécharger la musique sur iTunes parce que c'est hyper sécurisant. On a notre compte, on connaît comment ça fonctionne, l'ergonomie, l'espace. Je télécharge, j'ai de la bonne qualité, c'est bien titré, etc. La pochette est là. Donc, bon, il y en a qui ont téléchargé ça sur iTunes. Ça, c'est un 12e de la demande. Et puis, bien, aussi, on a fait une mise en magasin. Et donc, ça inclut aussi les vinyles. Les vinyles qui représentent peut-être 1,8 de notre demande, mais il reste quand même qu'on a 5 personnes sur 12 qui ont choisi de payer pour le disque. Puis, qu'est-ce que vous faisiez avec les gens, par exemple, qui payaient sur Internet pour avoir le disque? Est-ce qu'il y a un suivi après que vous faisiez avec eux, parce que vous aviez leur courriel à ce moment-là? Oui. Bien évidemment, peut-être qu'on peut présenter une autre slide qui est plus bas, en fait. Je vais présenter le vidéo, carrément, plus bas. Plus bas, plus bas, plus bas, en bas, bas, bas. On y arrive. Yeah. C'est une vidéo qui présente la propagation virale de notre musique dans le monde. Depuis ce temps-là, on a été de tous les albums de Mr. Valère qui ont été mis à disposition. Le premier, Mr. Brian, Friday the Night, Golden Bombay. On a eu au total 60 000 téléchargements de l'album dans 58 pays différents. En même temps, j'ai réussi à faire une petite animation. J'ai passé une nuit blanche là-dessus à un moment donné. J'ai fait cette animation-là avec seulement qu'un échantillon de 8000 téléchargements parce qu'on a été trop nono à un moment donné pour juste désactiver la fonction, flusher le logbook sur notre serveur. En tout cas. Mais il reste qu'on a quand même une très, très bonne idée de où se trouve notre demande. Grâce notamment aux adresses IP. L'adresse IP maintenant. Et depuis Golden Bombay, bien, non seulement on a l'adresse IP, mais aussi on demande plus d'informations, le code postal et tout ça. Évidemment, cette demande-là nous dicte où on peut aller. Alors, c'est super important pour un groupe comme nous, en tant que gérant, je dois réussir à convaincre une personne, je ne sais pas moi, Francophonie de Spa ou bien un festival en Australie, que j'ai une demande, mais il faut que je sois capable de le démontrer. Alors, pour ça, ça nous permet aussi de prendre des décisions. Est-ce qu'on va aux États-Unis ou on s'en va en Europe? Est-ce qu'on lance en Allemagne ou au Japon avant? Moi, quand je regarde cette carte-là, ça me semble très clair. Puis ça, est-ce que c'est quelque chose que le web permet aujourd'hui puis qui n'était pas possible avant? Ou est-ce que vous, en tant que gérant, par exemple, avant, dans un mode de mise en marché traditionnel, est-ce que c'est quelque chose qu'on pouvait faire, ça, de cibler les pays qui étaient les plus achalandés par les ventes? Avant quand? Avant? Ouais, avant le fait de pouvoir lancer un disque uniquement sur Internet? Oui, bien c'est sûr, évidemment, le support. Ce qui est spécial, c'est que la musique de Mr. Valère, souvent on me demande c'est quoi le segment de marché de cette musique-là. À la base, on s'adresse à du 18-34, principalement jeunes, early adapters, branchés, situés en milieu urbain. Il reste que moi, en tant que bon marketeur, j'ai pas fait de plan de marketing. Je suis allé à la va comme je te pousse, et puis j'en suis arrivé à des conclusions que notre segment de marché, c'est ça. Parce que la musique de Mr. Valère trouve ses oreilles. Et évidemment, la musique de Mr. Valère elle a la valeur du nombre d'oreilles qui l'écoutent. Ça, c'est point de vue strictement mis en marché. C'est sûr qu'au niveau des marches artistiques, la musique, une fois composée, elle a une certaine valeur. C'est une valeur intrinsèque au compositeur. Mais il reste qu'on a réussi à pouvoir déterminer clairement quelle est la valeur de notre musique, mais dernièrement, on a eu des offres d'achat de notre musique, positionnement dans la pub et tout ça. Et je suppose que je m'en allais avec ça. Ramène-moi. Non, la question c'était est-ce que le fait de choisir, par exemple, au niveau des tournées, des concerts, d'aller dans tel ou tel pays, c'est aussi dicté par d'où viennent les téléchargements? Effectivement. Oui, puis je parlais de il y a une autodétermination du segment de marché, dans le sens que chaque personne qui télécharge la musique de Mr. Valère devient un prescripteur. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on ne choisit pas, on n'est pas des maîtres qui disons OK, on veut conquérir telle planète, on pousse. On essaie juste de toujours être en réaction par rapport à ce qui se passe naturellement. Donc, d'intervenir pour amplifier ce qui existe déjà. Alors là, on sait présentement que 22 de notre demande est en France. Bien, évidemment, ça dicte plein de choses, comme est-ce qu'on va traduire le site en français de France? Non, on n'a pas besoin. Mais si notre demande est en Russie, est-ce que ça vaut la peine d'adapter la fonte cyrillique? Donc, il y a tout ça. Nous, on a une autodétermination du segment de marché, et c'est ça qui est merveilleux. Puis peut-être même, on peut aussi, je montrais la slide des petits dessins avec les points. C'est que chaque fan qui vient de télécharger la musique de Mr. Valère
est une personne qui est là, elle n'est pas là au début pour rien, parce que souvent, c'est une personne early adapter, elle aime découvrir les trucs avant tout le monde. Mais cette personne-là prescrit cette musique-là à d'autres personnes. Évidemment, on finit par voir clair sur le dessin que ça donne en bout de ligne parce que chaque personne, naturellement, s'est reliée l'une par rapport à l'autre. Je ne vous donne pas qu'est-ce que ça donne comme dessin en bout de ligne, mais ce dessin-là ne fait aucun sens si on ne respecte pas l'ordre naturel des points. Alors, nous, on fonctionne aussi de cette manière-là, de toujours respecter là où la demande est. Et en plus de ça, on récompense cette demande-là, plutôt que souvent dire, télécharge, partage, et plus que tu partages, plus que tu auras la chance de gagner un spectacle au Japon en jet avec des filles en bikini dans le jet privé. Non, on ne fait pas ça. Mais par contre, vous avez une classification au niveau des fans, c'est-à-dire que les gens qui payent le plus, qu'est-ce que vous allez faire avec ces personnes-là? Mais quand on a lancé notre disque à la Maroquinerie à Paris, on a juste déterminé dans la banque de données quelles sont les 10 personnes qui avaient payé le plus cher à Paris. Puis on leur a envoyé une invitation, puis ils ne savent pas pourquoi. Okay. Je vous le dis, là, à vous, là, mais je n'ai pas besoin de leur dire ça. C'est pas important. Surtout pas, en fait. Ça tue le naturel artistique de la chose. Il ne faut pas leur parler de marketing trop. Donc, voilà. Ça, évidemment, je pense que je ne peux pas vous faire la courbe de Bell 101, mais quand on parlait de l'ordre général, les adeptes précoces, les 3000 fans qui étaient là en novembre 2007, eux, c'était les gens les plus importants. Et c'est eux qui sont nos ambassadeurs. Moi, présentement, j'ai 60 000 agents promo qui travaillent pour Mystère Valère dans le monde. Moi, je le vois comme ça. Mais en même temps, c'est juste du monde qui aime la musique. En bout de ligne, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne plus de notoriété, il y a plus de gens qui nous voient, qui nous perçoivent, et il y a plus de gens qui ont envie de nous consommer. Et là, vous allez dire, ouais, mais c'est parce que vous donnez la musique, comment vous faites pour vivre? C'est ça la question? C'était ma prochaine question. C'est quoi le modèle d'affaires derrière? Où vous allez chercher vos revenus? Parce que je suppose que, oui, on va payer, vous avez un certain nombre de fans qui vont payer 7 $ pour un album, mais je suppose que ce n'est pas suffisant. Quel est le modèle? Peut-être qu'on peut me présenter la slide avec les chiffres. Ouais. Je vais peut-être vous montrer un peu l'évolution En 2007, on faisait 20 000 de chiffre d'affaires. Vous pouvez vous imaginer que j'avais un side job. Don't quit your day job, qu'ils disent. Alors, en 2007, on avait ça. Et ça représentait nécessairement, c'était le spectacle qui était à 79 % de notre source de revenus. Ensuite de ça, en 2008, on a fait 80 000 de revenus. Évidemment, on a eu une diversification. On n'avait pas comme on ne donnait pas, on vendait pas notre musique, on la donnait. On n'avait pas encore de revenus liés directement à la vente de la musique. Mais il reste quand même qu'on avait quand même 46 % qui étaient reliés à tous les revenus de spectacle, qui était aussi la grosse expérience ultime après avoir découvert le MP3 comme un préliminaire, une entrée en relation. Et là, ensuite de ça, il faut aussi remarquer que, je suis un petit peu tanné, il y a un 38 % de bourses et de subventions qui est super important. Puis ça, là, à l'heure où on se parle dans cette industrie-là, maintenant, là, dans l'industrie de la musique, il y a une prise de conscience. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on soutient la culture, oui ou non? Puis si on ne la soutient pas, on ne permet pas à des bandes de pouvoir se développer et de stimuler une demande qui, éventuellement, va pouvoir générer des profits mercantiles, capitalistes. Alors, avant d'associer l'art au capitalisme, je pense qu'il faut stimuler une demande puis qu'il faut que l'offre soit soutenue. Et là, c'est pour ça qu'on voit qu'au départ, on a été très soutenu. Et plus ça va, plus qu'on reçoit, c'est à peu près la même affaire et ça diminue un peu. Mais il reste que c'est nécessaire. Ce qui fait qu'à l'heure où on se parle, quand on débarque en France, on est reconnu de la part des diffuseurs comme un band aussi sexy que, je ne sais pas, Trio ou Caravane Palace, parce que on est à leurs yeux, on est de la place, on est nourri, logé, transporté. T'sais. On n'a pas besoin de leur dire « Ah oui, mais si vous nous engagez, il faut payer les billets d'avion. » Non. La SODEC puis Musique Action s'occupe de ça. OK, donc vous êtes un peu un groupe, vous êtes un peu autogéré dans le fond. Oui. Notre structure d'entreprise, on est 8 dans tout ça. Il y a les 5 musiciens, il y a Cindy, Loïc et moi. Cindy, c'est plus avocate, demande de sub, paperasse, administration interne. Loïc, c'est plus le gars de la production, c'est lui qui enregistre les albums, c'est lui aussi qui est VJ pendant les shows. Et moi, je m'occupe plus du développement des affaires, je m'occupe aussi des éditions. Donc, on porte plusieurs chapeaux.
Et on est 8 actionnaires ensemble dans Puis cette entreprise. ça, dans la musique, je suppose qu'on voit de plus en plus émerger des groupes comme ça qui donnent leur musique, qui commencent par donner leur musique gratuitement sur Internet. Est-ce que l'industrie de la musique a pas mal changé dans les dernières années? Moins de ventes de disques physiques, de plus en plus de téléchargements, l'arrivée d'iTunes aussi qui a changé des choses. Qu'est-ce que vous observez dans le domaine? Il y a un bonhomme qui s'appelle Lawrence Lessig, c'est lui qui a inventé Creative Commons, cet outil de disposition de ses droits. D'ailleurs, c'est lui qui passait ici avant, Martin Ouellette. Creative Commons offre juste une licence qui s'appelle attribution. Ça veut dire fais ce que tu veux avec mon œuvre, aller sur le web et cite mon nom. Déjà là. C'est ça, parfait. Alors, donc, il renonce à son droit d'auteur. On peut même, moi, je pourrais vendre son slide. En tout cas, je ne le ferai pas. C'est pas dans ma mentalité. Mais il reste que Lawrence Lessig, à un moment donné, a soulevé un point qui m'a vraiment... Moi, j'ai eu quelques gourous là, dans ma vie qui m'ont fait allumer sur des affaires. Tu sais, Seth Godin, il a dit « Soyez remarquable ou invisible ». Malcolm Gladwell, il a dit « Tipping point, c'est super important ». Il reste un moment où est-ce que ça explose. Puis, bon, le marketing viral, moi, j'ai allumé là-dessus avec mon deck en musique. Puis, à un moment donné, il fallait que je lise des livres. Mais Lawrence Lessig m'a vraiment fait allumer sur un truc, c'est que la culture, depuis que Thomas Edison, en 1877, a enfermé la musique dans un rouleau de cire, dans une platine, et qu'il l'a transformée en marchandise, on a été capable de bâtir une économie sur le fait qu'on avait cette possibilité technologique-là. Mais depuis les années 60, depuis que les Américains ont inventé la machine à copier l'information pour dupliquer l'information militaire en cas de bombardement sur telle place, au moins c'est pas grave, Seattle saute, on a quand même une copie des informations militaires au Texas, etc. Mais intrinsèquement, Internet, c'est une machine à copier l'information. Donc, il ne faut pas se battre contre cette nature-là. Ça a été pensé comme ça. Maintenant, c'est difficile de considérer encore la musique comme une marchandise. Donc, il a fait une distinction, Lawrence Lessig, entre le bien rival et le bien non rival. C'est-à-dire que si je prends tes feuilles, puis je les prends de mon côté, tu n'en as plus de feuilles. Mais si je prends une copie PDF de tes feuilles, tu l'as encore. Alors, il n'y a pas la même relation par rapport à la rareté. Ce n'est pas un produit comme les autres. Donc, on s'est dit, bien, si on ne peut pas contrôler notre produit puis qu'il n'y a plus de rareté, bien, qu'est-ce qu'on fait? On s'en sert comme un produit d'appel pour vendre autre chose. Puis ces autres choses, justement, qu'est-ce que c'est? C'est des concerts, j'imagine? Des concerts. Évidemment, là, bon, on a fait un spectacle au Métropolis récemment, le 20 octobre, et c'était plein à craquer. On a calé une supplémentaire. Donc, le 17 février, dépêchez-vous parce que là, on a déjà vendu comme 1400 billets. Là. Puis le monde, il y a 40 de notre monde qui achète leurs billets. Comment vous avez fait justement pour vendre les premiers billets? Ça a été fait uniquement à l'aide d'Internet? Oui, pas mal, oui, puis des relations de presse aussi. Parce que depuis qu'on est en partenariat avec des gens d'Indica pour le dernier album, pour l'édition, en fait, c'est plus un développement de publishing, d'édition. Ils nous ont donné l'opportunité d'avoir accès à des ressources de relations de presse à l'interne et de tracking radio. Donc, de ce point de vue-là, on a quand même eu de l'aide externe, quoi qu'on ne la paye pas, c'est un partage de revenus. Mais sinon, ça nous a coûté 325,75 $ de publicité Facebook pour parler aux 27 000 premières personnes qui avaient téléchargé l'album Friday the Night, dont on n'a pas de traces. Sinon, les autres, on a leur courriel, puis on peut leur vendre ce qu'on veut, de la manière qu'on veut, quand qu'on veut. Donc, premier produit dérivé, c'est les concerts. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui. Ensuite de ça, bien, évidemment, le disque. En magasin, le disque à la table des produits dérivés en spectacle. Ensuite de ça, on a des T-shirts, on a des macarons, des écussons, on a toutes sortes de trucs. Alors, tous les produits dérivés au sens traditionnel du terme. Ensuite de ça, il y a les droits d'exploitation de la musique aussi. Donc, utiliser notre musique dans une pub, ça coûte des sous. Alors, et ceux qui utilisent notre musique sans notre consentement, bien, on leur envoie des mises en demeure. Parce qu'on a une licence Creative Commons qui dit « Faites ce que vous voulez avec notre musique d'un point de vue personnel et individuel, mais d'un point de vue corporatif, ce n'est pas permis. » Et d'ailleurs, cette manière de fonctionner, le loss leader, Microsoft a bâti son empire comme ça. Google vous donne des comptes Google Apps, il en donne 50, mais watch out, 51e là, utilisateur sur Google Apps, ça va coûter très, très cher. C'est comme ça. Mais en même temps, c'est le syndrome du pusher. Là. Tu goûtes, tu deviens complètement addict. À un moment donné, tu n'as pas le choix, tu as envie de rester. Alors, il faut essayer quelque chose pour pouvoir avoir envie de consommer davantage.
Puis, vous parliez tout à l'heure de Facebook, justement, stratégie réseaux sociaux, Facebook, Twitter, vous utilisez ça comment, concrètement, tous les jours, pour faire une promotion de On votre utilise musique? tout. Là. On a 15 000 fans sur Facebook. On a, quoi, 2500 personnes sur Twitter qui nous suivent. Nous, à l'interne, la manière qu'on fonctionne, c'est que Louis, qui est le gars, lui, on a des départements. Donc, Louis est aux communications externes. C'est lui qui va approuver les communiqués qu'on rédige et qu'on envoie. Ensuite de ça, les médias vont parler de nous éventuellement. Ils vont envoyer du monde voir des shows. Qui va être impliqué dans les shows? C'est Drouin, complètement à droite là. Lui, c'est le gars qui représente le band pour toutes les décisions qui ont rapport avec les spectacles, la logistique, les after-parties. Lui, ici, France, qui est mon petit frère en passant, d'ailleurs, c'est pour ça que je me suis lancé dans cette histoire il y a 6 ans, 7 ans. C'est que, lui, il s'intéresse au développement des affaires, donc signer un nouveau deal avec un nouveau label, un partenaire, éditeur, etc., un nouveau continent à développer, il est impliqué là-dedans. Lui, il s'occupe de l'image, tout ce qui s'appelle l'image de l'artiste, c'est lui qui est impliqué dans tout ça. Et puis, lui, c'est comme un peu la conscience morale du band. Donc, associé Mister Valère à TELUS, ça passe au conseil, oui ou non? Oui, OK, parfait. Associer Mister Valère à, je ne sais pas moi, la peine de la mort, le Ku Klux Klan, l'avortement, est-ce que ça passe au conseil? Il va y penser. donc chaque membre du groupe est partie prenante là, finalement dans la stratégie. Et par exemple, la personne qui s'occupe de développer toutes les communications et cette même personne, donc la personne du groupe, a posté sur Twitter, sur Facebook, etc. Donc c'est géré par le groupe. Lui, c'est les communications qui sortent du groupe qui s'en vont vers le monde extérieur et puis les communications interactives. Donc lui, il est 1.0, lui, il est 2.0. C'est lui qui va répondre. Si on fait du mass mailing, puis il y en a qui nous répondent, c'est lui qui répond personnellement à la personne qui a répondu. C'est lui qui est sur Twitter en temps. Si vous tweetez à Mister Valère présentement là, directement, s'il ne dort pas à l'heure où on se parle, probablement qu'il va vous répondre. Alors, c'est France qui va s'occuper de ça. Alors, donc, ils sont très conscients de la différence entre les communications 1.0, 2.0, et on joue sur les deux plans. Mm-hmm. Puis la suite, justement, de l'aventure, vous voyez ça comment? Les prochains développements, les prochaines évolutions? Là, présentement, on va lancer l'album en Allemagne et en France ce printemps. Moi, j'ai des partenaires. Le co-éditeur avec qui on est en affaires, là, chez Indica, Franz, est allé au Midem récemment. Il y a une femme qui s'appelle Virginie Berger aussi, qui est bien suivie au niveau de tout ce qui s'appelle Pay What You Want en France. Tout ça, elle a un blog qui s'appelle Don't Believe the Hype. Elle est rendue co-gérante de Mister Valère sur la France parce qu'elle tripe. Enfin, elle a trouvé un exemple concret à des théories, puis des théories, puis des théories. Donc, elle a décidé de s'impliquer dans le développement et tout ça. Donc, présentement, on a plein de choses sur la table, mais je dirais qu'on a le Japon, l'Australie, on a le lancement en Allemagne qui s'en vient, on a la France aussi qui se développe. On a beaucoup, beaucoup de spectacles qui s'en viennent. On a un showcase aussi à South by Southwest au Texas, oui. Mm-hmm. Et puis, on a aussi un autre showcase qui s'en vient au Canadian Music Week très bientôt à Toronto. Puis les Juno aussi qui s'en viennent. On est en nomination, on ne sait pas si on va gagner, on ne sait pas. Puis est-ce que vous allez continuer à donner votre musique gratuitement dans les prochaines années ou est-ce que l'idée c'est de revenir sur un modèle plus traditionnel? D'après toi? Oui, mais... Oui. Moi, c'est ce que je souhaite. Puis en même temps, je suis retourné sur le site de In Rainbow dernièrement, puis j'ai trouvé ça plate de constater qu'il n'est plus disponible en Pay What You Want, leur album. Je trouve ça dommage. C'était comme... Ça fait juste confirmer que c'était un coup de marketing en bout de ligne, ou bien que Radiohead, ils ont un gérant qui s'appelle Brian Message, il gère d'autres artistes, puis Brian doit recevoir beaucoup de pression. Il gère des artistes qui sont signés avec des major labels, puis il ne gère pas juste un band qui a fait un doigt d'honneur à une majeure, puis qui est parti, qui a fait un doigt majeur à une majeure, puis qui est parti, puis qui a fait du Pay What You Want de son côté. Il ne gère pas juste Radiohead, il en gère plein d'autres. Fait que je pense que la pression politique, à un moment donné, de dire « Ah ouais, tu veux qu'on pousse tel autre artiste? Ouais, ben regarde, peut-être que tu devrais, avec ta gang de Radiohead, tirer sa plug. » En tout cas, c'est ce que je pense, là, c'est peut-être une présomption. Mais j'ai été tellement déçu de retourner sur le site de Radiohead et de voir que c'est fini. C'était juste comme une opération marketing. Moi, j'y crois pas du tout. Moi, je pense sérieusement que ça va toujours servir un band en développement et puis ça va développer un auditoire. C'est presque fini.
Ça va développer un auditoire qui est là justement parce que la musique, ça les intéresse, parce que la stratégie de mise en marché, eux considèrent que ça les respecte aussi. Donc, il y a tout ça. Alors, nous autres, on n'est rien d'autre que le nombre d'oreilles qui nous écoutent, puis le nombre de yeux qui nous regardent. C'est la seule chose qu'on est. On est un branding. Alors, il ne faut pas tuer notre branding. Et le branding est constitué de la gratuité de la musique. Et c'est vous, à mon avis, il faut le garder. Okay.